Bonsoir. Merci, merci d'être là à cette heure-ci. Merci à Jacques de m'avoir invité. Je suis dans une position un peu particulière parce que quand on s'est rencontrés, c'était pour un partenariat entre la semaine de la pop philosophie et le Nouvel Observateur, et notamment le journal pour lequel je travaille, qui s'appelle Obsession. Et donc je suis dans une position un peu d'entre-deux. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai choisi de vous parler de quelque chose qui se situe entre deux mondes, entre la mode et la musique. Je serai sans doute un peu moins conceptuel que ceux qui m'ont précédé, parce que ce que je vais essayer de vous faire, c'est de vous raconter des histoires qui sont liées à la mode et à la musique et à ce que je crois existe entre les deux, et à la manière dont les deux interagissent, à la façon dont il peut exister des affinités entre le premier monde et l'autre. Et pour ça, je voudrais simplement vous dire que j'ai commencé la conférence bien avant de commencer à vous parler, parce que tout à l'heure, je me suis permis de tweeter deux choses. Ceux qui ont un Twitter et qui suivent le hashtag pop philo mode peuvent retrouver, j'ai tweeté une news que j'ai vu passer tout à l'heure, qui est une news qui dit que Pharrell Williams va sans doute très bientôt sortir une chanson avec Cara Delevingne. Et je me suis permis de la tweeter parce que j'avais l'impression que cette petite news de pas grand-chose, de quelques lignes sur un magazine anglais, raconte un peu ce qui se passe en ce moment entre la mode et la musique, c'est-à-dire comment des gens issus de la musique, Pharrell Williams par exemple, se retrouvent à collaborer, à faire des choses, à créer des œuvres, à produire avec des gens qui sont issus d'un autre monde, de ce monde de la mode, Cara Delevingne en l'occurrence, qu'on voit plus souvent défiler que chanter, même si elle le fait par ailleurs. Donc j'ai tweeté ça. Et j'ai tweeté aussi autre chose, qui est un concert que j'ai vu il y a une quinzaine d'années, en 2000, au Festival Sonar, à Barcelone. C'est un concert d'un groupe qui s'appelle Coil, que certains peut-être dans la salle connaissent. C'est un des premiers concerts, j'en ai vu beaucoup, mais c'est un des premiers qui m'a fait réaliser l'importance réelle du vêtement et de la manière de se poser quand on est un groupe, de se montrer. C'est un concert que j'attendais beaucoup. Je vous raconte un peu l'histoire. C'est un concert, j'étais allé spécialement à Barcelone pour voir ce concert-là. Et le groupe est apparu sur scène habillé en nounours. Donc, il y avait 4 garçons qui faisaient une musique plutôt industrielle, un peu difficile parfois, en tout cas assez exigeante, et qui étaient là habillés avec des combinaisons en nounours. Il faisait très chaud, et je pense qu'ils avaient eux aussi très chaud. Et ce jour-là, je crois que j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose de ce niveau-là, c'est-à-dire la musique ne se présente jamais sans quelque chose lié au style. Et cela, je l'ai retrouvé en écrivant, en faisant des recherches pour cette conférence. Je l'ai retrouvé notamment dans un article qui est paru sur le site du magazine anglais, du quotidien anglais The Observer. La journaliste s'appelle Lauren Laverne, et Lauren Laverne est l'auteur d'une série documentaire sur la mode et la musique qui passe en ce moment en Angleterre. La première phrase de son article, c'est « Tout ce que j'ai appris à propos de la manière de m'habiller, je l'ai appris de la pop musique ». Donc je crois que fondamentalement, la relation entre la mode et la musique est ce qui nous forme, en tout cas ce qui m'a formé. Et je crois que pour ceux qui y ont assisté, pour ceux qui y assisteront, un défilé de mode, c'est d'abord de la musique. En tout cas, on peut se rendre compte d'une chose, c'est que quand on regarde un défilé de mode, quand on attend un défilé, on sait que le défilé commence au moment où la musique commence. Et on sait qu'il s'arrête au moment où la musique s'arrête. De ce fait-là, les deux me semblent intimement liés, aujourd'hui en tout cas. Et je crois aussi fondamentalement que la musique
qu'un créateur, que quelqu'un qui a dessiné ses vêtements ou qui les a conçus. Je crois que la musique qu'il choisit de vous faire écouter, c'est la musique qui vous dit, quelque part, au fond, qui souligne ce qu'ont été ses sentiments ou ce qu'il essaye de vous communiquer au moment où il vous présente sa collection. Et je crois aussi, pour avoir essayé à plusieurs reprises d'écrire sur la mode et d'écrire sur des défilés, je crois aussi que la musique, c'est ce qui reste. À un moment, quand vous voyez défiler des vêtements d'une façon très rapide, ce qui vous reste peut-être, la première chose qui vous reste, c'est sans doute une mélodie, un rythme, une parole de chanson, un enchaînement de quelques notes, et ça vous marque. Donc je crois qu'aujourd'hui, très fondamentalement, le rapport entre la musique et la mode se joue là, et que c'est un rapport assez, un peu, pas brouillé, mais assez complexe. C'est-à-dire, très souvent, quand on pense à la mode, on pense à la musique, on pense à la pop, on pense au rock. Et je crois que cette pensée-là, cette façon de penser, remonte à assez loin. Enfin, assez loin. Elle remonte en tout cas à ce moment, vers la fin des années 50, où est né le rock et où est née la pop. Je me souviens d'un entretien que j'ai eu avec un dessinateur qui s'appelle Robert Crumb, et Crumb me disait qu'il n'écoutait pas de musique qui soit née après l'invention de la pop. Et pour lui, ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire que les artifices ne l'intéressaient pas, que tout ce qui relevait justement du style, de la mode, justement de choses qui passent peut-être un peu vite, tout ça ne l'intéressait pas. Et tout ce qui l'intéressait au fond, c'était quelque chose d'un peu plus archaïque en quelque sorte. Donc là encore, il y a peut-être l'idée de modernité. En tout cas, je crois fortement que au moment où le rock et la pop naît avec eux cette idée du style, cette idée qu'un groupe, c'est quelque chose qui passe par la musique, et c'est quelque chose qui passe aussi par peut-être le son, mais aussi par la façon dont vous portez votre blouson et la façon dont vous portez votre guitare. Je crois que je vais vous lire un extrait d'un livre de quelqu'un qui l'a dit, qui l'a écrit bien mieux que moi je ne pourrais vous le dire. C'est un livre qui date de 1972, qui s'appelle Rose Poussière. Il a été écrit par Jean-Jacques Schul, et c'est un livre qui parle de mode et de musique, entre autres. Je vous lis un extrait. Les groupes anglais sont surtout des groupes. Ils ne sont musiciens qu'accessoirement. La musique sert de prétexte à faire des choses ensemble et à faire entendre ensemble les choses plus que les sons. Ils préludent aux groupes armés. Il y a dans leurs amplis Marshall leurs effets Larsen, leurs cris, yep, wa, yap, leurs effets, vêtements. Dans tout ce qui entoure leur musique, le pressentiment d'un orage somptueux, d'une destruction en beauté. Mégaphone, ils sont dedans. Cheveux longs, lunettes noires, boots, poignées de cuir, colliers de chien, bruits électriques, groupe de 5 est pour les militaires une formation de combat appelée formation main. Ce qu'on considère comme une mode est le pressentiment de combattants de rue armés de pieds en cap. La bourgeoisie ne s'y est pas trompée, elle a réagi à tout cela plus violemment que pour une simple mode culturelle nouvelle. Tous ces accessoires, comme le maquillage blanc du CoverGirl de l'hiver 66, prophétisent en point tiré une lutte violente, sont d'une certaine façon déjà une lutte violente. L'histoire a des préludes qui n'ont l'air de rien du tout, une drôle de façon de danser des fois. Oui, là, il s'est avancé en dansant sur des pattes de colon. Plus loin, il est écrit « Ces groupes nous font entendre de l'électricité, ils s'habillent magnifiquement pour cela, ou plutôt cela les habille magnifiquement. » Je ne sais pas si Jean-Jacques Schul s'en doutait, mais en 2014, je crois que la situation est plus que jamais la même. Les groupes sont encore des groupes, sont surtout des groupes, sont encore surtout des groupes. Pourtant, ce que je crois aussi fondamentalement, c'est que cette situation, le rapport entre la mode et la musique, a aussi beaucoup changé. Je crois qu'il a atteint son paroxysme dans les années 1970, lorsqu'il y a eu l'invention de ce qu'on appelait le punk, le mouvement punk. Si on dit mouvement, c'est bien parce qu'il n'y a pas que de la musique dedans, mais qu'il y avait aussi autre chose. Et que l'identification entre les deux n'a jamais été aussi forte qu'à ce moment
en octobre 1974, lorsque Malcolm McLaren et Vivienne Westwood inaugurent leur boutique. Ils l'avaient déjà depuis quelques années, mais ce mois-là, ils changent le nom de leur boutique. Leur boutique s'appelle Sex à partir de ce moment. Et les gens qui y sont passés racontent qu'on y entendait du rock and roll, qu'on y entendait des groupes punk des années 60, qu'on y entendait du Johnny Hallyday, et que fondamentalement, ce qui les intéressait, c'était récupérer des vieux disques, récupérer des vieux vêtements des années 60, et habiller tous ces gens qui passaient chez eux, tous ces gens qui étaient, comme eux, habités par un esprit, qui était cet esprit qu'on a beaucoup récupéré depuis, qui était le DIY, le do-it-yourself. Et ce do-it-yourself, c'est ce qui a présidé à ce que faisait Vivienne Westwood, c'est-à-dire créer ses vêtements, et au fond, à ce qu'on commençait à faire tous ces groupes punk, c'est-à-dire sortir eux-mêmes leurs propres disques. Donc, cette relation-là, entre les deux, elle a perduré. On dit que, pour beaucoup, que le punk est mort en 1982 lorsque Vivienne et Malcolm McLaren se sont séparés, mais que finalement, ce qui a duré après eux, c'est tout ce qu'ils ont réussi à mettre en place, tout ce qu'ils ont réussi à distiller, et qu'au fond, après eux, se sont mis à exister des espèces de créatures un peu indépendantes, mais qui ont mixé musique et mode. Je pense par exemple à des magazines, un magazine comme The Face. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce magazine. The Face, dans les années 80, c'était un magazine qui parlait à la fois de mode et de musique et qui mettait les deux sur une même échelle. Je pense aujourd'hui, par exemple, à un magazine comme Dazed and Confused, qui est un magazine qui porte aussi bien la nouveauté en musique que la nouveauté en mode. Donc, je crois que ces histoires-là sont nées effectivement de ce moment-là. Et je crois aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de marques, vous en connaissez, on les voit, on voit leurs affichages, leurs publicités, enfin en tout cas tout ce qui concerne leur image. Beaucoup de marques s'associent à la musique. Elles s'associent à la musique parce qu'elles pensent qu'elles sont portées par la musique. Je vais vous montrer un tout petit film qui n'est pas très long, de la marque Fred Perry, et qui resitue la façon dont cette marque a existé à un moment avec un mouvement qui s'appelle les mods. On peut envoyer le petite vidéo. Ça marche pas. En 2014, ce genre de vidéo, et Fred Perry en a fait plusieurs, et d'autres marques en ont fait aussi. Je crois que ce genre de vidéo brouille un peu la chronologie, ou en tout cas la continuité. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la musique, à la critique musicale, et à un moment, on ne sait plus distinguer ce qui a commencé. Est-ce que les mods, dans les années 60, s'habillaient avant d'écouter les disques? Est-ce qu'ils achetaient les disques avant de s'habiller comme ils s'habillaient? On est aujourd'hui dans un moment où tout cela est un peu brouillé, je crois, que la distinction n'est plus forcément très, très claire entre qui pousse quoi, d'où est né le mouvement, d'où naît un mouvement, et même si on peut, en refaisant l'histoire, comprendre qu'à un moment, le rock'n'roll, ou les mods, ou les punks, ou la techno sont des mouvements de jeunesse, et que à chacun se constitue son vestiaire, sa façon d'être, d'apparaître, etc. Je crois qu'en 2014, du fait simplement ou difficilement que existent des écrans avec YouTube sur lesquels on peut accéder à peu près tout, et tout au même moment, et tout sans hiérarchie, sans chronologie, sans datation. Tout cela est un peu brouillé. Et que, d'un coup, lorsque, au même moment, des musées consacrent des rétrospectives au punk, par exemple, et qu'en même temps surgissent des groupes qui sont totalement possédés, qui s'habillent eux-mêmes comme s'ils étaient encore en 1977,
tout à coup les repères sont un peu perdus. Ou en tout cas, on ne sait plus exactement comment tout ça se forme. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le lundi on peut être punk, le mardi on peut être mode, le mercredi on peut être techno, ou plutôt le samedi ou le vendredi soir, je ne sais plus exactement. Mais qu'en tout cas, tout ça existe dans une espèce de grande marmite. Ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui comment certains artistes parviennent, au fond, à élaborer des stratégies pour parvenir à se faire entendre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous parlais tout à l'heure de Vivienne Westwood, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début de cette année, enfin la fin de l'année dernière et un peu au début de cette année, il y a eu un élément, quelque chose que Vivienne Westwood avait dessiné en 1984 et qu'on a beaucoup vu, et qui s'est beaucoup répandu. C'est un chapeau qui a été porté par Pharrell Williams. Et ce chapeau, à mon sens, est assez symbolique de ce qui se passe en ce moment entre la musique et la mode. C'est-à-dire que Pharrell Williams, même si on a beaucoup entendu son morceau qui était Happy et qui était effectivement le tube de l'année dernière et sans doute celui de cette année aussi, celui de cette année, au fond, ce dont on a beaucoup plus parlé, beaucoup plus que de comment son morceau a été fait, comment son morceau a circulé, on a beaucoup parlé de son chapeau. On a parlé de pourquoi ce chapeau, d'où venait ce chapeau, à quel prix s'est vendu ce chapeau, puisque à un moment il a aussi décidé de le mettre aux enchères. Et je crois que ce chapeau a été beaucoup plus commenté que la musique elle-même. Et donc aujourd'hui, le simple vêtement de mode, parce qu'il est aussi grâce à des instruments, des applications comme Instagram ou comme Twitter, ou toutes ces choses qui sont très simplement disponibles là, comme ça, bah, toutes ces choses-là s'échangent beaucoup plus facilement qu'on échangeait par exemple un 45 tours ou qu'on enregistrait une cassette il y a 20 ou 30 ans. À cet égard, ce chapeau pour moi est le marqueur d'une sorte de renversement, c'est-à-dire que lorsque le punk est né par exemple, il est né d'un désir de faire les choses soi-même, d'un désir de faire correspondre la musique à une certaine forme de vêtement, à une certaine forme de rébellion. Aujourd'hui, au contraire, la musique, pour se faire entendre, doit être, en quelque sorte, prise dans un cadre qui est lié d'une façon ou d'une autre à des questions de style ou à des questions de mode. Je vais vous parler pour ça de quelqu'un qui, à mon sens, est très symbolique de ce qui se passe, quelqu'un qui n'est pas un chapeau, mais qui s'appelle Kanye West. En 2005, vous voyez tout ce qui est Kanye West, ou pas? En 2005, Kanye West a avoué publiquement son obsession pour la mode. C'était au moment où il était... en gros, il commençait à être au sommet de sa gloire. Il avait eu, cette année-là, 4 Grammy Awards, et l'année précédente, il en a eu 4 autres. C'était pour les albums College Dropout et Late Registration. Et à ce moment-là, la première déclaration que fait Kanye, il dit « Je vais pouvoir me consacrer désormais à une collection de mode ». Et il annonce qu'il va lancer une ligne qui s'appelle Pastel Clothing, et il dit « Elle sera prête l'année prochaine ». 4 ans plus tard, il dit que ça ne sortira pas. Et en 2011, une autre ligne arrive qui s'appelle DW Kanye West, et qui défile. Il y a eu deux défilés à Paris. Les défilés sont plutôt catastrophiques, d'après le témoignage de ceux qui y étaient, et donc Kanye arrête. Pourtant, en 2014, Kanye est loin d'avoir renoncé à tout ça, et il est encore, sans doute, très présent, et même beaucoup plus connu aujourd'hui, enfin, ou tout aussi connu aujourd'hui, par son utilisation de la mode comme question de résonance pour sa musique que pour autre chose. Et je crois qu'il est arrivé à cela grâce à deux choses, deux outils. Le premier étant, passant plutôt en quelque sorte par sa compagne, Kim Kardashian, et je crois qu'ensemble, ils ont réussi à créer quelque chose qui est assez symptomatique de la musique et de la mode aujourd'hui, et de cette espèce de peopleisation qui marche avec. Kanye et Kim sortent ensemble au printemps 2012, et la conjonction des deux aurait pu faire croire à une accumulation de signaux ou de signifiants un peu bling-bling.
Mais au fond, quand on regarde bien, c'est un peu le contraire qui se produit. En tout cas, c'est le contraire qu'il tente de mettre en scène. L'une des premières apparitions de Kanye dans le reality show de Kim le montre au petit soin avec la garde-robe de sa compagne, la conseillant sur ses souliers, lui faisant venir un portant entier de vêtements auxquels elle n'est pas vraiment habituée. Des vêtements un peu plus sobres que ce qu'elle a l'habitude de mettre. Petit à petit, on a l'impression que Kanye s'est décidé à chiquiser Kim et à la mettre à une espèce de diapason mode un peu plus chic, oui, ou en tout cas à lui donner une forme d'élégance qu'elle n'avait pas. En quelque sorte, ils sont devenus un des couples les plus en vue de l'Amérique d'aujourd'hui, un des couples les plus en vue du soft power américain à mon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 3 couples. Il y a Kim et Kanye, il y a Jay-Z et Beyoncé, et il y a Barack et Michelle. Et ce qui est intéressant, c'est que Kim et Kanye font tout pour devenir, à mon sens, Jay-Z et Beyoncé. On va regarder, je vais vous montrer un clip qui s'appelle Bound 2, dans lequel on voit Kanye avec Kim, et c'est un clip dans lequel je trouve que Kim ressemble de plus en plus à Beyoncé. Est-ce qu'on peut regarder le clip ? Quand j'ai commencé à écrire sur la musique, un magazine qui s'appelle Les Inrecuptibles, quand j'ai commencé à écrire de manière professionnelle, au début des années 2000, tout ce qui touchait la mode et qui concernait la musique était vu comme quelque chose d'un peu vulgaire, d'un peu diabolisé. C'était pas bien. Aujourd'hui, le fait que ce clip ait été un des clips les plus vus, les plus parodiés, me fait sourire parce que c'est un clip qui est réalisé par un photographe de mode qui s'appelle Nick Knight, qui est un photographe qui a beaucoup fait pour le magazine ID notamment. Et aujourd'hui, le renversement, à mon sens, est assez total, c'est-à-dire que ce clip ne montre pas forcément des codes qui sont des codes très mode, mais il est fait par quelqu'un qui vient de la mode et avec des gens qui veulent être dans la mode. Et dans ce sens-là, ce clip raconte des choses sur ce que c'est que la musique en 2014, c'est-à-dire qu'elle essaye d'être tout à côté ou à l'intérieur, en tout cas cadrée par la mode. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que Kanye, dans ses chansons, en tout cas dans les chansons qui sont sorties sur le même album, un album qui s'appelle Jesus, qui date de l'année dernière, il cite des designers, il cite Alexander Wang. Évidemment, il reprend en ce sens-là une tradition de chanteurs, notamment dans la disco ou dans le rap. Je pense par exemple à Sister Sledge, qui citait Fiorucci, la marque Fiorucci dans un de leurs morceaux. Mais le fait que Kanye aujourd'hui, d'un coup, se positionne à la fois comme un rebelle et qu'en même temps il cite des designers, ça le place en quelque sorte à la traversée des chemins pour moi, et il est assez typique, en tout cas exemplaire, de la façon dont un musicien parvient à faire parler de lui en se mettant en diapason de la mode. Et je crois qu'il a compris en quelque sorte que à un moment où la musique est noyée, c'est-à-dire où il y a de plus en plus d'accessibilité à la fois aux modes de production et aux modes de diffusion, que arriver à capter l'attention de 50, 100, 200 personnes qui sont au fond comme prisonnières d'un défilé, ce sont ces 200 personnes-là qui vont aussi parler de vous et qui ne vont entendre que vous pendant le quart d'heure qui va durer le défilé. Et en ce sens-là, ça devient aussi important d'avoir une place dans la mode que d'avoir, par exemple, la couverture d'un hebdomadaire anglais comme le New Musical Express. En tout cas, ça a la même importance que cela avait il y a 25 ou 30 ans. Ce qui me touche personnellement avec l'histoire de Kanye West, c'est qu'il a su, après ses premiers échecs avec ses premières collections, c'est qu'il a su faire une sorte de mea culpa
Et il a su s'associer avec des gens qui sont dans la mode, c'est-à-dire il a fait des collections avec une marque que vous connaissez sans doute, une marque française qui s'appelle APC, et une marque qui est plutôt connue pour son côté un peu rigoriste, un peu minimaliste, voire un brin janséniste, qui semble un peu à l'opposé de tout ce que lui aurait pu être, ou tout ce que lui pourrait être, c'est-à-dire son côté bling. Ensemble, ils ont fait deux collections pour le moment, des collections assez sobres, assez minimales. La première, c'était essentiellement des jeans, des t-shirts blancs et des sweatshirts. Lorsqu'il a présenté sa deuxième collection, j'ai assisté à sa présentation. Kanye a raconté que toucher des vêtements est tout ce qu'il avait toujours voulu faire. Et de la part de quelqu'un qui est une espèce de méga star de la chanson et du rap, etc., c'était assez touchant, c'était assez sincère. Et dans sa sincérité, en tout cas dans la sincérité que j'y ai perçue, j'ai retrouvé quelque chose que je vois, que je trouve, que je ressens lorsque j'assiste à un défilé aujourd'hui, et qui est quelque chose que je retrouve aussi lorsque je vois un concert qui me plaît, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre à la fois de la sincérité et de l'urgence. Pour beaucoup de gens, lorsqu'un défilé passe, il passe très vite. Pour d'autres, c'est quelque chose d'un peu rébarbatif. Lorsqu'on regarde les visages des gens qui regardent les défilés, lorsqu'on les observe, on a l'impression qu'ils s'ennuient. Moi, ce que j'en retiens souvent, c'est ce que j'y entends, la musique, et ce que j'y ressens, c'est-à-dire de l'énergie. Et je crois que l'énergie qu'il y a dans la mode, c'est exactement la même énergie qu'il y a très souvent dans les concerts de rock. Et il m'arrive aujourd'hui beaucoup plus souvent d'être ému par un défilé, parce que j'y trouve une énergie et quelque chose fondamentalement issu de la musique, que dans un énième concert d'un groupe qui semble revisiter les groupes des années 60, 70 ou 80. Je crois que aujourd'hui, pour exister finalement en musique, il faut sans doute exister d'abord en mode. C'est un peu une impression que j'ai, et je vous remercie de m'avoir écouté.